Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là pour ce débat aujourd'hui. Alors, la question, c'est d'améliorer l'impact environnemental du numérique dans l'administration publique. Finalement, c'est une question à tiroir qui pose plein d'enjeux, à la fois écologiques, à la fois sur la fameuse réforme des administrations publiques, comment améliorer, comment être plus productif, comment améliorer dans la gestion des moyens aussi. Aujourd'hui, nous avons 3 personnes qui ont 3 angles de vue et 3 positions très différentes pour débattre de ce sujet avec nous. Alors d'abord, juste en face de moi, Erwan Fanja, vous êtes coordinateur du pôle service éco-conception et recyclage de la Direction économie circulaire et des déchets de l'ADEME, donc l'Agence pour l'environnement, qui produit énormément de rapports qui servent de base publique, notamment aux administrations, mais aussi aux lobbyistes, mais aussi aux entreprises, etc. Ici, nous avons à distance Richard Hanna, vous êtes chargé de mission interministérielle numérique éco-responsable à la direction donc interministérielle du numérique et vous remplacez au pied levé Virginie Rosière qui n'a pas pu être des nôtres ce matin. Bonjour. Bonjour. Super. Et juste en face de moi, nous avons aussi donc Yves Billon, vous êtes chef du service numérique, le SS NUM de Bercy et délégué à la protection des données ministérielles. Et donc, c'est vous qui allez mettre en œuvre concrètement toutes ces prérogatives, toutes ces directives, toutes ces envies et ambitions sur la gestion des déchets et de l'impact environnemental du numérique dans les administrations. Voilà. Merci à tous. Merci à l'IG. Bonjour à tous. Bonjour. Merci à tous, merci à l'SGPDE d'avoir organisé ce débat. Alors, juste avant nous, vous venez de débattre de l'usage des mails dans les administrations. Je le recite juste en une seconde parce que c'est souvent brandi dans le discours populaire, un peu comme la figure effrayante, polluante du numérique. Mais on va aussi voir que c'est bien plus complexe, que le numérique n'est pas que la dématérialisation. Et en partant de la théorie, on va essayer de mettre ça en perspective avec les visions et les applications de chacun de nos 3 invités. Donc on va commencer par vous, Erwan Fanja. L'idée, c'est que vous travaillez donc au sein de votre service sur l'économie circulaire à l'ADEME, sur les études qui vont servir de référentiel général à ces changements, notamment dans les administrations. Alors, il y a une étude qui est marquante que vous avez réalisée avec l'ADEME et qui mesure l'impact environnemental de chacun des postes. Donc, j'en parlais, mais vous allez me dire tout de suite que j'ai tort, des mails, mais aussi de l'électricité dans les administrations et aussi beaucoup des terminaux. Et je vous avoue, c'est cette question-là qui m'a surprise à la lecture du résumé de l'étude. Est-ce que vous pouvez nous résumer cette étude, les enjeux majeurs du numérique et de l'impact écologique du numérique dans les administrations ? Oui, donc bonjour à tous. Et effectivement, donc je travaille à l'ADEME, l'Agence pour la transition écologique. Et donc, au sein de cette agence, je travaille au sein de la direction économie circulaire. Et sur les questions du numérique, on travaille grosso modo sur 3 axes. Le premier axe étant d'aider les collectivités et les entreprises à travers des financements pour aller vers de l'éco-conception numérique notamment. Le deuxième axe étant la communication et la sensibilisation de tous les publics, aussi bien les particuliers que les entreprises, mais aussi les collectivités. Et puis le troisième axe est un axe plutôt sur les données, les études. Et donc on travaille sur des référentiels pour avoir les mêmes méthodologies, appliquer les mêmes méthodologies. Et on travaille aussi sur des études. Et notamment, on en a mené une là avec l'ARCEP, une étude qui nous a été commandée par le gouvernement et par deux ministères. Le secrétariat au numérique et le ministère de l'écologie pour mesurer l'impact environnemental du numérique en France. Donc on a les résultats de cette étude qui ont été menés à travers une étude ACV, donc une étude analyse de cycle de vie, et donc sur tout le cycle de vie des produits, allant de la phase d'extraction, ensuite pour fabriquer les terminaux. Donc la phase d'extraction, il faut extraire notamment tous les métaux. Par exemple, dans un smartphone comme celui-là, on va retrouver une 50aine de métaux, donc il faut extraire tout ça. La phase d'utilisation, la phase de distribution, fabrication, distribution, parce qu'en général, ces équipements sont fabriqués en Asie et sont distribués en France. Ensuite, la phase d'utilisation, et donc avec des consommations d'électricité qui peuvent être assez importantes. Et puis pour terminer, la phase de fin de vie. Donc toutes ces étapes ont été prises en compte sur une dizaine d'indicateurs, parce que pour le numérique, il faut avoir une approche multicritère et pas regarder uniquement l'indicateur gaz à effet de serre.
Et, qui est souvent l'erreur qui est faite en général, hein, notamment dans la façon dont on parle de l'empreinte écologique du numérique dans le grand public. Voilà, on parle souvent du changement climatique, mais la question des ressources, et notamment l'indicateur sur les ressources minérales, est tout aussi importante, avec dans les années à venir des risques de pénurie, notamment de pénurie de métaux. Et on a regardé sur les 3 grandes briques ou les 3 gros piliers du numérique, à savoir les terminaux, les infrastructures réseau, donc voilà, les antennes réseau, la Wi-Fi, la 4G, la 5G, etc. Et puis la dernière brique qui est les centres de données ou les data centers, puisque le numérique génère énormément de données qui sont ensuite hébergées dans des data centers. Et donc les principaux enseignements de cette étude, c'est que, en fait, on a l'impression avec le numérique que tout est dématérialisé. En fait, non, ça a des impacts environnementaux qui sont très importants. Et sur l'indicateur gaz à effet de serre ou empreinte carbone, on est à un peu plus de 2,5% de l'empreinte carbone de la France. Donc c'est des résultats qui sont quand même très loin d'être négligeables. 2,5%, c'est un peu plus que tout le secteur des déchets. Et c'est à peu près équivalent au secteur de l'aviation. Voilà, donc on est quand même sur des données qui sont très importantes. Ça équivaut par exemple aux émissions annuelles de 12 millions de véhicules par an. D'accord. Voilà. Et donc ça représente... le télétravail, l'un dans l'autre, on ne sait plus trop ce qui pollue le plus, le moins. Alors, prendre sa voiture ou rester exactement. en télétravail. D'un côté, on va limiter l'usage de la voiture, et de l'autre côté, on va augmenter les impacts liés au numérique. Alors, si on devait hiérarchiser dans ces différentes choses que vous citez, ce qui pollue le plus, en fait, c'est un peu surprenant, mais ce sont vraiment les terminaux. L'électricité vient ensuite. Et après, nous avons les autres postes d'utilisation du numérique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette hiérarchie, ces ordres de grandeur aussi? Voilà. Donc 2,5%, c'est 17 millions de tonnes chaque année émis par les usages du numérique en France. Et donc quand on regarde sur les 3 piliers que j'ai cités tout à l'heure, les terminaux, les infrastructures réseau et les data centers, les terminaux représentent 78% du global. Et puis quand on fait une analyse sur les grandes étapes du cycle de vie, donc fabrication, distribution, usage et fin de vie, la partie fabrication représente 79% du global. Voilà, donc 79% du global, ça veut dire que plus longtemps on va utiliser nos équipements, moins on va en fabriquer de neufs, et plus on va réduire l'impact environnemental du numérique. Donc vraiment le cœur des actions à faire sur le numérique pour limiter les impacts, c'est d'agir sur la phase de fabrication des équipements et donc utiliser ces équipements plus longtemps. Très bien. Alors, dans le grand public, ça ne passe pas du tout, hein, puisque les opérateurs téléphoniques font tout pour qu'on renouvelle nos smartphones tous les 2 ans en moyenne, alors qu'on pourrait les garder beaucoup plus longtemps. Dans les administrations, est-ce que ça commence à avoir des effets? Est-ce que vous commencez à faire émerger ce discours, à faire comprendre cette question de l'impact des terminaux? Ça commence, et notamment via la réglementation, puisque pour les collectivités et pour les administrations, il va y avoir de plus en plus d'obligations de s'équiper, notamment en équipement reconditionné. On vient de mener aussi une étude sur justement l'impact environnemental des équipements reconditionnés, qui montre que utiliser par exemple un smartphone reconditionné, on va générer 8 fois moins d'impact par rapport à un smartphone neuf. Donc on voit bien, à travers ces chiffres, que le réemploi, que la réparation, que l'utilisation d'équipements reconditionnés va limiter les impacts environnementaux. Et donc dans la réglementation, pour les collectivités de plus de, je crois que c'est 50 000 habitants, il y a des obligations à s'équiper de produits reconditionnés, et les administrations commencent à le faire de manière très importante. Alors là, vous parlez de produits reconditionnés, mais on peut encore aller plus loin et imaginer que l'un de ces piliers, c'est aussi l'éco-conception. L'éco-conception à la fois des terminaux, mais peut-être aussi des sites web des administrations, mais peut-être aussi de différentes manières, là, que je n'envisage pas tout de suite. Pouvez-vous nous expliquer en quoi ça consiste, l'éco-conception, comment on peut optimiser ça
Et si vous avez des exemples, c'est encore mieux. Alors, l'éco-conception, effectivement, c'est peut-être même le pilier le plus important pour agir alors, sur les impacts environnementaux du numérique, mais aussi pour agir sur les impacts environnementaux de tout le reste des équipements. Et l'éco-conception, c'est quoi? C'est agir tout au long du cycle de vie pour limiter et diminuer les impacts environnementaux. Donc, quand on va faire de l'éco-conception, on va plutôt avoir des approches analyse de cycle de vie sur l'ensemble du service ou du produit. Et ensuite, on va regarder où sont les gros cailloux, où sont les impacts importants. Et on va ensuite, dans la définition du service numérique, par exemple, travailler à limiter ces impacts. D'accord. Et pour cela, vous pouvez calculer un indice de durabilité ou de réparabilité qui vous permet de comprendre si l'éco-conception du produit est bien fait? Alors, effectivement, comme outil pour les particuliers, mais aussi les administrations, il y a ce qui est en place depuis le 1er janvier 2021, c'est-à-dire l'indice de réparabilité qui est sur 9 familles de produits, dont 3 équipements numériques, enfin même 4 équipements numériques qui sont les smartphones, qui sont les ordinateurs portables et qui sont les télévisions. Donc quand vous allez acheter depuis 2021 un smartphone, vous avez sur l'affichage son indice de réparabilité. J'imagine que ça va pour le grand public, que ça va du Fairphone au Apple. Voilà. Le Fairphone étant celui où on peut remplacer de manière séparée chacune des briques, et le Apple, il faut tout racheter. Alors, donc cet indice de réparabilité, c'est une note de 0 à 10. 0 étant un équipement qui n'est pas réparable du tout, 10 étant un équipement parfaitement réparable. Et dedans, il y a un certain nombre de critères, comme la disponibilité des pièces détachées, le prix des pièces détachées, mais aussi la disponibilité de la documentation technique pour les réparateurs, et puis aussi la démontabilité des équipements. Donc on a cet indice qui va, à partir de 2024, être remplacé et complété par un indice de durabilité. Donc la durabilité, c'est en plus de la capacité de l'équipement à être réparé, on va regarder aussi sa fiabilité et sa robustesse, donc avec des critères qui mesurent la fiabilité de l'équipement, sa capacité à être réparé, et puis pour les équipements numériques, sa capacité à s'améliorer, à pouvoir être amélioré. Et donc ces 3 composantes vont faire l'indice de durabilité qui sera en place à partir de 2024. Alors on a vu le problème majeur, les solutions, ou en tout cas les indices, les études, ce qui nous permet de mesurer et d'améliorer. Concrètement, ça fait quand même beaucoup de choses. Les administrations, on le verra plus tard, ont aussi autre chose à faire, c'est-à-dire leur mission principale. Quels sont les outils que l'ADEME peut mettre à disposition de ces nouveaux acteurs? J'ai vu notamment le programme C2E, mais peut-être y a-t-il d'autres outils. Comment vous pouvez mettre vos recherches et vos découvertes pour que ce soit vraiment actionnable pour les administrations? Voilà, donc effectivement, on va démarrer là un programme C2E, donc certificat d'économie d'énergie sur la sobriété numérique, avec dedans 3 axes, dont un axe de massification du numérique responsable au sein des territoires, et donc au sein des administrations, mais aussi au sein des collectivités et au sein des entreprises. Et puis, un des axes que je citais tout à l'heure, qui est dans nos priorités, c'est la sensibilisation et la communication. Donc, on a une grande campagne de communication qui existe depuis 3 ans sur l'allongement de la durée d'usage des produits, avec un site qui s'appelle longuevieauxobjets.gouv.fr. Et ça a été complété par un focus sur le numérique responsable. Et donc, sur le site longuevieauxobjets.gouv.fr, vous retrouverez énormément de documentation, d'infographies, mais aussi des kits qui sont téléchargeables avec des outils qui peuvent être mis à disposition de tout le monde, des entreprises, des collectivités, mais aussi des administrations. Mais il faut faire la démarche d'aller dessus. Ce n'est pas quelque chose de coercitif. Il faut avoir envie d'aller dessus. Que l'on soit dans les administrations ou que l'on soit dans le grand public, finalement, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la responsabilité de chacun.
Oui, effectivement. Donc après, libre à chaque administration de mettre en place des programmes de numérique responsable. Et donc nous, on met à disposition des outils euh, pour voilà, les salariés. On a aussi un MOOC qui est disponible avec 30 minutes de sensibilisation qui a été développé par l'Institut du numérique responsable et dans lequel on a participé, notamment financièrement. Et donc tous les salariés peuvent être sensibilisés au numérique responsable en allant sur ce MOOC. Ça dure 30 minutes. Alors, on reviendra sur les questions de communication un petit peu plus tard. Donc, vous êtes le premier maillon de la chaîne. Le deuxième maillon de la chaîne, c'est la mission interministérielle dans laquelle vous travaillez, Richard, Anna. Et donc, l'idée, c'est de donner des directives à l'ensemble des ministères, de leur donner des outils, de leur donner peut-être des process à mettre en place. Alors, la mission, elle a encore que 2 ans. Elle en est à ses balbutiements. Et elle part donc d'une directive interministérielle qui demande vraiment d'agir pour limiter l'impact environnemental de chacun des ministères. Alors, comment ça marche au début? Est-ce que ça prend et est-ce que les ministères sont prêts? Alors, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Donc, désolé de ne pas être avec vous sur place. Donc, j'ai remplacé au pied levé la responsable de la mission qui est Virginie Rosière. Et donc, comme j'avais un atelier juste après, j'ai pas encore le temps d'ubiquité. Voilà, donc on a fait avec les moyens du bord. Donc, par rapport à la directive, en fait, c'est plutôt une circulaire du Premier ministre de février 2020 qui demande aux services publics, aux administrations, d'être plus éco-responsables. Donc, c'est la démarche SPE, Service public éco-responsable. Et parmi beaucoup de mesures, à la fois sur le chauffage, les mobilités, l'alimentation, il y a la partie numérique. Donc, c'est notamment la mesure 8 sur l'utilisation de visioconférences, donc réduire les déplacements. Et la mesure 20, vraiment sensibiliser les agents publics pour un numérique plus responsable et aussi mener des actions pour réduire l'empreinte environnementale du numérique public. Et donc, la mission, donc ça fait maintenant un peu plus de 2 ans, on a 2 grands chantiers. En fait, on a l'aspect documentation, mise en place de guides, de référentiels, de cadres, en fait, qui permettent aux administrations, mais au-delà des administrations, de pouvoir aussi s'engager dans cette démarche. Vous pouvez nous Donc, ça peut citer être des... Vous pouvez nous Oui, citer bien ces sûr, guides justement pour les personnes qui regardent et qui ont envie d'aller bien chercher sûr. plus loin? Bien sûr. Alors, le premier sur lequel on a travaillé avec la direction des achats de l'État et avec l'Institut du numérique responsable, c'est le guide achat numérique responsable. Donc, le guide d'achat plutôt dédié à acheteurs, c'est un guide assez technique. Donc, c'est pas forcément pour tout le monde, puisque en fait, dans ce guide, on a la phase de sourcing. Donc, sourcing, c'est chercher quels sont les fournisseurs pour tel ou tel sujet. Et tout un ensemble d'exemples de clauses environnementales et sociales concernant le numérique et vraiment sur tous les sujets, donc ce qu'on appelle les segments d'achat, donc les postes bureautiques, le cloud, les réseaux, mais aussi les prestations intellectuelles, les solutions d'hébergement et enfin une fiche logicielle qui n'était pas dans la première version du guide, mais qui va arriver, qui est très très demandé. Voilà. Autre guide majeur. Excusez-moi, je Oui, suis peut-être la pardon. seule à ne pas avoir compris, mais qu'est-ce que vous appelez prestation intellectuelle et comment on mesure l'empreinte carbone d'une prestation intellectuelle? Alors, on n'est pas sur la mesure, mais alors prestation intellectuelle, c'est tout ce qui est accompagnement par un prestataire, Ah oui, d'accord, c'est est-ce qu'on prend le bon notamment dans le cabinet de domaine. conseil, etc. Exactement, Ok. voilà, ça passe notamment par les cabinets de conseil, les ESN, les entreprises de services numériques. Voilà, et puis donc on n'est pas que sur de la mesure. Par exemple, on peut demander aux prestataires, ben voilà, est-ce qu'ils sont formés à l'éco-conception? Est-ce qu'ils sont formés aux enjeux environnementaux du numérique? Est-ce qu'ils connaissent par exemple l'analyse de cycle de vie? Ça peut aller très très loin. Ensuite, autre publication majeure, c'est le guide des bonnes pratiques numériques responsables qui rassemble vraiment tous les sujets, de la stratégie et gouvernance en passant par le réemploi, en passant par l'achat durable, réduire ses achats.
aussi, et puis l'éco-conception des services numériques, ou en tout cas la conception, puisqu'on a plutôt appelé ça le service numérique, donc comment mieux concevoir en intégrant les enjeux Alors environnementaux. justement, vous pouvez nous Et, dire 2 mots sur l'éco-conception des services numériques, en quoi ça consiste? alors, justement, c'était la troisième publication qu'on a publiée. Voilà, c'était le référentiel d'éco-conception des services numériques, RGESN. D'ailleurs, j'ai pas cité, mais effectivement, on travaille avec tout l'écosystème, notamment l'Institut numérique responsable, bien sûr l'ADEME, donc Erwan, avec qui on a beaucoup travaillé, qui est ici présent, sur ce référentiel, et qu'on a voulu coporter, copiloter par donc l'ADEME, l'Institut du numérique responsable, ministère de la transition écologique. Donc l'éco-conception, c'est deux services numériques, parce que je vais me focaliser là-dessus. Erwan a donné la définition globale. C'est effectivement, sur la partie service numérique, c'est intégrer les enjeux environnementaux dans la conception d'un service numérique. Et donc, les objectifs, on pense souvent à réduire la consommation énergétique. Alors, nous, on a pris vraiment le truc à l'envers, c'est pas forcément l'enjeu primordial. Il y a cet enjeu-là, effectivement, mais nous, notre enjeu principal, c'est réduire l'obsolescence des équipements. C'est-à-dire concevoir des services numériques d'aujourd'hui et de demain pour des équipements d'hier. Ça peut être des équipements de plus de 5 ans. Ça serait pas logique, par exemple, pour un citoyen français, un chômeur, par exemple, d'accéder à un service en ligne qui ne demande d'avoir que des équipements dernier cri. Enfin, il y a un manque de cohérence. Et donc, vraiment, c'est l'enjeu primordial, c'est de produire des services numériques qui fonctionnent sur tous les équipements, sur tout type d'équipement. Et en premier lieu, les téléphones mobiles, puisque ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que certaines personnes, certains publics n'ont pas d'ordinateur, en fait, tout simplement. Et donc, font leur démarche en ligne sur leur téléphone. Et ça peut être des téléphones très, très anciens. D'accord, donc c'est ce qu'on appelle le responsif, c'est ça? Comment Alors, il n'y faire a des pas sites que ça. responsifs? Il y a pas. Alors, effectivement, il y a le fait de concevoir des sites responsives, effectivement, qui s'adaptent à tout type d'écran. D'ailleurs, c'est un des critères du référentiel d'éco-conception, hein, que le service numérique doit s'adapter à tout type d'écran. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Produire un service numérique pour un téléphone mobile, c'est produire un service numérique plus efficient, plus performant et fonctionnant vraiment avec très peu de ressources informatiques. Dans nos échanges avec Virginie Rosière, nous avions parlé de la première difficulté qu'avait eu votre mission interministérielle, qui était de faire des diagnostics, en fait, d'objectiver, de mesurer, de faire un état des lieux, de recenser le parc informatique. En fait, j'ai l'impression qu'on est parti de très loin à partir du moment où la circulaire a été présentée. Il fallait commencer par faire un état des lieux avant de pouvoir commencer à agir. Comment vous y êtes pris? Combien de temps ça a pris? Alors effectivement, c'était le premier chantier, c'était d'évaluer où est-ce qu'on en est. Donc en fait, on a produit. Alors, dans un premier temps, on a déjà identifié des correspondants dans chaque ministère, hein. Et d'ailleurs, Yves Billon, c'était un des premiers ministères avec qui on a beaucoup échangé. On a eu des ateliers avec Bercy, donc le ministère des Finances. Donc on a déjà demandé à avoir un correspondant dans chaque ministère parce qu'on ne peut pas tout piloter, hein, on ne va pas aller faire de l'ingérence dans les ministères, mais c'est vraiment de l'animation. Puisque aussi on manque enfin pour l'instant on est très peu, bon j'espère que ça va accélérer, mais donc d'avoir des correspondants, et avec ces correspondants on a produit, on a fait un travail d'identifier un peu les grandes questions. Donc on a 200 questions, voilà, sur la base aussi de ce qui a déjà été produit. Donc je peux les citer aussi, l'Alliance Green IT, donc qui est une association d'entreprises qui avait déjà son baromètre, avec l'Institut du numérique responsable également qui avait son outil d'audit. Donc on a pris toutes ces informations, toutes ces questions. On a créé on a fait un nouvel outil, bon c'est un fichier Excel, hein, voilà. Mais on a voulu vraiment l'adapter au contexte de l'administration et en le travaillant avec les administrations. Donc 200 questions, et ce qu'on a constaté du coup avec la collecte des informations, c'est que bien sûr tout ce qui est collecte d'informations, c'est compliqué. Et ce qui a permis cet audit interne, c'est déjà d'identifier les problématiques, de savoir par exemple que c'était compliqué d'avoir un inventaire des équipements.
Certains l'avaient, mais d'autres, forcément, des ministères comme les finances, c'est très complexe, hein, avec des sous-directions, des services déconcentrés. Donc, c'est très, très compliqué d'agréger les informations. Ce qu'on a demandé aussi, c'est est-ce on connaît la durée de vie actuelle des équipements? Alors, côté Bercy, c'est assez exemplaire, on l'a, mais pour d'autres organisations, je ne vais pas citer de nom, c'est pas le but, mais on l'a pas. Et l'important maintenant qu'on sait qu'on n'a pas, c'est de mettre en place des choses pour avoir ces informations. Parce que si on ne les a pas, on peut pas s'améliorer, on peut pas mesurer, on peut pas piloter. Donc il doit y avoir Et donc on a... Donc, il doit y avoir une Oui, différence d'avancée hyper forte entre les différents ministères. À partir du moment où vous n'avez pas les données, vous ne pouvez pas continuer à faire avancer les choses. exactement. Oui, oui, il y a pas mal de différences. Après, pour vous citer quelques petits exemples, on était beaucoup pour certains sur beaucoup de sensibilisation à la gestion des emails. Franchement, nous, bien sûr, on a alerté sur le fait que ça c'était largement pas suffisant, qu'il fallait vraiment aller au-delà et de se focaliser vraiment, s'il faut se focaliser sur quelque chose, c'est allonger la durée de vie des équipements, réduire le nombre d'équipements, il y a un peu de gaspillage aussi en termes de doublons d'équipements, par exemple entre smartphones professionnels et smartphones personnels, il y a peut-être des choses à mutualiser. Le double écran, tous les profils ont besoin de double écran? Plus l'écran du portable, puisque en période Covid, on est tous passés sur sur des ordinateurs portables. Donc, vous avez certains profils d'agents qui ont 3 écrans en réalité, le portable et 2 écrans en plus. Et les écrans, on en parle très peu, hein, ça a beaucoup plus d'impact, les écrans, qu'un téléphone mobile, hein. Bon, même si la durée de vie elle est peut-être un peu plus longue, mais voilà, faut aussi faut vraiment avoir une vue vraiment systémique sur tous ces sujets-là, d'avoir les bons ordres de grandeur. Et donc, on a vraiment poussé nos référents ministères à se focaliser vraiment sur ce sujet du poste de l'agent, en fait, son quotidien, comment il travaille. Est-ce que on pourrait pas allonger la durée de vie des équipements, en fait, tout simplement en allongeant la durée d'amortissement? C'est un sujet qui n'a pas encore été... Il y a des sujets de discussion par rapport à ça, mais pour nous, allonger le temps de renouvellement des équipements, c'est un des plus importants en Il y a réalité. ça, mais Si on passe de... Oui? terminé. Non, je disais, si on passe simplement de 5 à 6 ans, l'économie financière déjà, mais les Ça, impacts c'est un critère qui environnementaux, devrait plaire à Bercy. c'est un des gros critères, hein, mais aussi les impacts environnementaux évités. Évités pourquoi? Parce que en fait, en allongeant la durée de vie des équipements, c'est des achats numériques qui ne sont pas faits ou qui sont décalés dans le temps. Donc en fait, on peut, via justement l'analyse de cycle de vie, via l'évaluation environnementale, le fait de lisser par année, d'augmenter la durée de vie, forcément, on réduit les impacts environnementaux qui ne sont pas du coup réalisés. En fait, on réduit les achats, en tout cas, on décale dans le temps les achats. Et derrière, il ne faut pas oublier la gestion des déchets qui, en économie circulaire, est aussi très importante. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on recycle? Qu'est-ce qu'on fait de ce matériel derrière? Alors pour les déchets, alors nous on parle pas de déchets justement, on a transformé aussi ça dans les guides des bonnes pratiques par exemple, on parle de fin d'usage. Et dans la fin d'usage, on a 2 sous-parties, le réemploi. Et dans la partie réemploi, il y a la vente des équipements de l'administration lorsque le bien est toujours fonctionnel. Il y a aussi le don lorsqu'il est toujours fonctionnel, mais dont la valeur est pas très grande, voilà, inférieure à 300 euros. Sachant que pour ces 2 sujets-là, vente et don, à des administrations en interne ou vers les associations, vers les écoles, etc. Aujourd'hui, on a une plateforme qui est gérée par Bercy, hein, par le ministère des Finances, qui est la direction nationale des interventions domaniales, DNID, qui a une plateforme de dons et de vente. Donc, si vous ne le connaissez pas, voilà, j'en profite pour faire un focus là-dessus. Profitez-en. C'est une plateforme qui marche. D'ailleurs, c'est un outil de don et de vente des biens mobiliers de l'État, qui me semble qu'il y a à peu près 2 ans aussi. Et qui, pour à peu près la moitié des biens qui sont proposés sur cette plateforme, sont des biens informatiques.
Bien sûr, vous avez des bureaux, des chaises, des choses, mais quasiment la moitié des biens qui sont proposés, c'est des biens informatiques et qui trouvent preneurs, parce qu'il y a énormément de demandes, hein. Il y a des organisations qui n'ont pas forcément les moyens et qui trouvent, donc ça trouve preneur. Et donc, pour revenir à la fin d'usage, donc ça c'est la partie réemploi. Il faut vraiment pousser au maximum la réutilisation des équipements avant de les envoyer à la benne, en fait. Effectivement, il y a le recyclage via les deux éco-organismes agréés de l'État. Donc, désolé, je balance beaucoup d'informations, mais tout ça vous retrouvez dans nos publications. Donc, deux éco-organismes agréés, c'est écologique et écosystème, qui collectent les équipements gratuitement, hein, à partir de, il me semble, 250 kilos ou 500 kilos d'équipement, puisque lorsque ça devient déchet, on parle pas d'unités, mais de kilos, de tonnes. Et c'est gratuit, la collecte elle est gratuite, mais encore faut-il qu'il y ait des gens qui gèrent ça bien en interne dans l'administration, qui fassent appel à l'éco-organisme. Et là, Et qui est effectivement, vraiment là, une approche totalistique, holistique, une approche générale de la gestion de l'empreinte carbone du début jusqu'à la fin du produit. Merci beaucoup. exactement. Merci beaucoup, Richard Hanna. Alors, bon, vous n'avez pas tout à fait répondu à une de mes questions qui était comment les ministères jouent le jeu. Je vais interpréter ce que vous avez dit, c'est qu'en fait, chaque ministère joue le jeu avec un niveau d'implication très différent, il me semble. Vous citiez Bercy comme un bon élève sur certains de ces points-là. Donc maintenant, je me tourne vers vous, Yves Billon, pour comprendre concrètement comment Bercy, qui a déjà des tonnes de contraintes internes à gérer, notamment celle du bon fonctionnement de ses missions principales, rajoute cette contrainte externe qui est la gestion de l'empreinte numérique écologique. Quel est l'enjeu pour vous, pour votre administration, et comment vous arrivez à faire vivre vos propres obligations avec cette nouvelle contrainte ? Bonjour à tous, tout d'abord. Donc, peut-être juste un mot pour expliquer effectivement par rapport à ce qu'a pu indiquer Richard Hanna, comment le ministère s'est mobilisé sur ces sujets d'éco-responsabilité. Donc, effectivement, la circulaire de mars 2020 a eu un impact, hein, puisque nous sommes une administration impliquée pleinement dans l'interministériel. Donc, à la suite de cette circulaire, une dynamique ministérielle s'est mise en place à travers un programme qu'on appelle programme Bercy Vert, hein, donc, où la part immobilière était quand même un peu plus importante que le numérique, mais où le numérique a pris... C'est quoi la part immobilière ? C'est nos bâtiments, l'empreinte bâtimentaire du ministère est quand même importante et on sait qu'on a beaucoup de gains à faire là-dessus en termes de modernisation, rénovation. Donc la direction immobilière de l'État, qui dépend de la direction générale des finances publiques, est aussi très impliquée sur, j'entendais le directeur qui parlait de 94 millions de mètres carrés de l'empreinte immobilière de l'État. Donc voilà, donc on a quand même des sujets immobiliers de façon très importante. Et en revanche, cette dynamique un peu transverse, Bercy Vert, nous a amené à, peut-être dans un premier temps, être à la remorque de cette ambition. Et puis c'est vrai que la mise en place de la mission côté d'INUM nous a aussi très mobilisés donc sur la fin 2021 avec cette attente d'avoir un plan d'action ministériel. Donc on a joué le jeu. On est dans une organisation, nous, assez complexe puisqu'on a des directions des systèmes d'information un peu partout, hein, Direction générale des finances publiques, douane, INSEE, etc., pour l'administration. Donc mon rôle est bien de coordonner sur tous ces sujets un peu transverses les différentes DSI ministérielles. Mais donc il y a une mobilisation qui a eu lieu. Au-delà de cette mobilisation, un grand changement qu'on voit début 2023, c'est que nos ministres ne parlent quasiment que de ça. Donc effectivement... Vous voulez dire d'écologie ? D'écologie, de verdissement, d'être exemplaire sur cette partie-là. Hein, donc c'est l'un des chantiers prioritaires. Donc le ministère des Finances, alors même qu'on voit bien le ministère de la Transition écologique qui lui, est très très présent sur ces sujets, nous-mêmes, on s'aligne aussi sur les priorités. Donc c'est vrai que cette partie éco-responsabilité devient l'un des axes prioritaires de notre action. En revanche, effectivement, et c'est un peu pour ça que je suis là, c'est que finalement, l'éco-responsabilité ne va pas toujours dans le même sens que d'autres axes prioritaires que nous avons. Donc on a parlé de budget, on peut considérer que dans un certain nombre de cas, ça va plutôt dans le même sens, hein, c'est-à-dire que quand on regarde notre enveloppe budgétaire, on se dit qu'on aimerait bien faire durer les matériels plus longtemps, donc ça va vraiment... Dans le même sens. En revanche, on sort d'une crise une crise sanitaire où on a fait un effort d'équipement pour les agents.
où la notion d'attractivité devient très présente, avec ce mode hybride. Donc nous avons l'axe d'attractivité est un axe prioritaire aussi pour le ministère. Et c'est là où tout le monde met derrière l'attractivité un environnement de travail tout à fait satisfaisant et qui donne envie. Et là, on sortait d'un cas où redonner du matériel qui pour nous n'est pas encore obsolète, qui ne doit pas sortir du parc à un nouvel arrivant parce qu'il y a une rotation importante, on sait que ça fait un peu grincer les dents, même si ces gens-là, dans les sondages, diront toujours qu'ils sont pour du recyclage, du reconditionnement, etc. Que ça ne nous demande pas de faire les petits gestes. Donc on parlait des écrans. Nous, on n'a pas de sujet sur les écrans. C'est le sujet le plus facile. On a une fréquence de renouvellement à 10 ans. Aujourd'hui, on est même en train de passer sur un mode où tant que l'écran ne casse pas, on ne change pas. Donc, alors, c'est quoi les axes forts de changement d'un point de vue matériel pour Bercy? Alors, sur les matériels, c'est là où je parle de corrélation avec d'autres axes prioritaires. Le vrai sujet de la fréquence des équipements vraiment actifs, c'est-à-dire l'ultra portable et le téléphone mobile, c'est l'axe cybersécurité. Notre axe prioritaire depuis 10 ans, c'est quand même l'axe fixé par l'ANSSI, c'est d'avoir des matériels maintenus en conditions de sécurité. Or, là-dessus, on dépend beaucoup de la feuille de route des grands éditeurs logiciels. Et quand Microsoft nous dit que le système d'exploitation Windows 10 ne sera plus à jour, maintenu en conditions de sécurité à partir de telle date, notre objectif, c'est d'avoir migré le système d'exploitation de tous nos parcs d'équipements à cette date-là. On a la même chose sur Android, donc système d'exploitation des téléphones mobiles, donc gamme Samsung. Donc on est tous victimes de l'obsolescence programmée, quoi. Alors, obsolescence programmée ou pas, c'est une question d'effort. Donc effectivement, mais nous, en termes de sécurité, nous ne pouvons pas avoir des équipements sur lesquels on a des logiciels qui sont objectivement avec des failles de sécurité. Donc ça c'est vraiment le critère qui joue. Et donc, les structures qui parfois disent qui vont gagner 1 an en termes de durée de vie, c'est parfois des structures qui ne sont pas à ce niveau-là de maîtrise de la cybersécurité, puisque nous, c'est une exigence fondamentale. On a eu un certain nombre d'attaques et c'est vrai que c'est vraiment ce qui ressort de ce point-là. Donc, on est dans ce sujet-là. Donc, on améliore nos indicateurs pour savoir quel est le niveau de qualité des matériels après 4, 5 ans, etc. Donc ça, c'est vraiment un axe de progrès qu'on veut avoir pour savoir si finalement ces matériels sont encore en capacité de bien fonctionner. Mais malheureusement, là, on est en train de qualifier le système d'exploitation qui suivra le Windows 10 et on voit qu'on a un certain nombre de matériels existants qui n'ont pas les performances suffisantes pour intégrer ce système d'exploitation. Voilà, donc ça, c'est vraiment une des contraintes que nous avons. Et donc, derrière ça, quand il s'agit de changer tout le matériel, la question, c'est aussi la question de la massification des commandes. C'est-à-dire qu'une administration comme Bercy, c'est énormément, je ne sais plus, j'ai oublié le nombre, mais c'est énormément. Au total, il y a 130 000 agents, donc voilà, on a des belles commandes. Donc, si vous devez changer tout un matériel informatique, vérifier que tous les logiciels sont compatibles, en fait, il faut aussi qu'il y ait la disponibilité, que vous puissiez être livré en temps et heure. Il y a aussi cette question-là. Voilà, donc ça, c'est l'enjeu du reconditionné. Comme disait M. Frangin, on a bien cette contrainte de la loi AGEC, cette exigence d'aller vers 20% de reconditionné. Alors, le problème que l'on a avec cette formulation-là, c'est qu'elle le fixe sur les achats, alors même que le sujet du réemploi n'est pas du tout valorisé. Or, on a des niches où il y a des pertinences à du réemploi interne avec des matériels. Mais par exemple Par exemple, ce que je pouvais vous citer, c'est que nos téléphones portables sont enrôlés dans des solutions de sécurité. En revanche, on a un certain nombre de périmètres qui ne sont pas équipés de téléphones portables, mais auxquels on a décidé de céder, une fois qu'on a renouvelé des matériels qui ne sont plus en conditions de sécurité, on les cède à d'autres périmètres d'agents vis-à-vis de qui on prend en charge le forfait téléphonique. Et donc là, on a une solution complémentaire qui nous permet d'avoir une deuxième vie sur des matériels qui sont par ailleurs cédés, donc avec la personne qui finalement a ce bénéfice, des personnes potentiellement non équipés en téléphone portable, qui se retrouvent avec une solution cédée par l'État et par ailleurs qui les rend joignables
par rapport aux exigences formulées dans le cadre du télétravail. Donc, il y a un certain nombre de périmètres, hein, et donc, par exemple, Mais sur finalement, le l'administration télétravail, centrale, ça a encore compliqué la prise en compte de cette question-là. Exactement. L'idée des écrans, on parle de 3 écrans. Oui, alors si on rajoute 3 les écrans, à c'est la presque maison. voilà. Hein, ce sujet, dans le cadre du dialogue social avec les organisations syndicales sur les conditions de télétravail, la question des écrans à domicile est un sujet sur lequel nous résistons encore, mais qui n'est pas toujours simple à gérer, puisque effectivement les écrans d'ultra portables sont quand même pas très confortables pour des gens, y compris comme moi, qui, à partir d'un certain âge, ont des problèmes de La vue. vue, c'est compliqué. Voilà. Alors, il y a aussi les petits gestes du quotidien que vous mettez en place, notamment d'un point de vue d'électricité. Est-ce que vous pouvez nous raconter tous les autres petits gestes importants qui changent quelque chose au Alors, quotidien ? c'est vrai que nous sommes très attentifs aux éco-gestes mis en avant par l'ADEME. Hein, donc, c'est quand même une des sources, c'est la source principale, avec la dynamique impulsée par la DINUM. Et donc, effectivement, nous communiquons sur ces éco-gestes. Les éco-gestes, c'est consommation électrique, donc de façon automatique. Donc, soit on sensibilise les acteurs, dans les différents agents, à éteindre leur matériel, et comme on éteint l'électricité quand on quitte une pièce, mais on a aussi mis en place... Voilà. Oui, et puis comme tout le monde oublie, on a aussi mis en place, nous, sur le périmètre de l'administration centrale, le fait que tout matériel connecté au réseau est éteint, rallumé et éteint de nouveau dans la nuit du vendredi au samedi. Hein. Donc ça nous permet à la fois d'être sûr que tous les patchs de sécurité sont passés correctement, et puis par ailleurs d'avoir des matériels qui sont éteints le week-end sur site. Voilà. Donc on réfléchit à ce type d'action complémentaire, parce qu'il y en a peut-être d'autres bonnes idées à mettre en œuvre, mais en tout cas, c'est des mesures que l'on prend pour garantir le bon fonctionnement. Donc, une certaine exemplarité là-dedans. On a d'autres sujets aussi sur les copieurs, le sujet des copieurs et de la consommation papier, hein, qui sont la dématérialisation. C'est aussi une manière de moins consommer de papier et donc de réduire petit à petit notre empreinte d'impression. Alors, quand on a échangé avant ce débat, vous me parliez de des injonctions contradictoires en général sur ces thématiques-là, et notamment de l'anecdote des mails et de l'anecdote du recyclage de vos matériels. Est-ce que vous pouvez nous raconter ces 2 petits challenges auxquels vous avez dû faire face ? Oui, alors sur les mails, c'est pas totalement évident parce que effectivement, comme on parlait d'éco-conception des logiciels, là pour le coup c'est plutôt corrélé, c'est-à-dire des logiciels fluides. Des pratiques de mail fluides vont plutôt dans le même sens, à la fois d'une éco-responsabilité et d'une fluidité dans le monde du travail. Après, effectivement, ce que je vous ai cité, c'est ce sujet qui était mentionné par M. Frangeard, de l'empreinte de la fabrication des matériels. Parce que, effectivement, on a renouvelé notre infrastructure de messagerie il n'y a pas très longtemps, et notre bilan, si on exclut le sujet de l'empreinte de fabrication, notre bilan va plutôt dans le bon sens. C'est-à-dire on a multiplié par 10 les quotas, on a divisé par 60% la puissance installée, hein, donc la consommation électrique. Donc effectivement, il y a des domaines où on sait aussi que les nouveaux matériels qu'on va intégrer seront eux-mêmes plus performants à plus d'un titre. Donc effectivement, il y a un équilibre qui n'est pas toujours évident à bien dessiner, sachant qu'en plus, ces nouveaux matériels sont porteurs de progrès à plus d'un titre. Alors, je ne parlais même pas du matériel, je parlais du moment où vous avez décidé de mettre un nombre de mails maximum dans les boîtes mail des agents pour justement inciter à ne pas conserver trop de mails, etc. Et où du coup, ils ont râlé parce qu'en fait, du coup, ça les empêchait, ça leur demandait de la gestion en plus. Oui, en fait, c'est très ingrat d'être DSI. Hein. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est extrêmement ingrat. Et donc, effectivement, quand les quotas étaient faibles, les gens se plaignaient d'avoir des quotas aussi faibles. Et maintenant qu'on a apporté un peu de confort sur les quotas, on a certains VIP, notamment dans ma hiérarchie, qui me disaient « Mais pourquoi on n'a aucune alerte qui nous demande de classer les mails ?» Ah oui, d'accord. Il faut aussi inventer des systèmes comme ça pour... C'est pas totalement évident, effectivement, de trouver le bon équilibre entre la rationalité, le fait que chacun doit trier, filtrer, nettoyer. Effectivement, les pratiques de mail, il faut être
Si on envoie un mail, c'est qu'on y trouve un sens. Si on met quelqu'un dans une liste de destinataires, c'est qu'on y trouve un sens. Et puis sur les pièces jointes qui sont très consommatrices, est-ce qu'on a besoin de les envoyer systématiquement? Donc ça fait partie des bonnes pratiques. Et nous, en tant que DSI, c'est pas forcément évident d'être pleinement impliqué sur cette partie-là. Et je veux faire raconter une toute dernière anecdote qui était intéressante sur la gestion des déchets et des terminaux, où vous aviez donc une association qui s'occupait de ces déchets-là, en fait. Voilà, et vous avez découvert que ça ne se passait pas aussi bien que vous l'espériez. Voilà. Donc, en toute transparence, donc je vais flouter un peu pour que ça ne puisse pas être réutilisé, mais effectivement, cette obligation des 3 E, on l'a quand même bien en tête, donc on essaye de s'y soumettre, d'avoir une gestion tout à fait correcte des déchets, et notamment en termes de matériel, sachant qu'on en a de la partie infra et de la partie équipements terminaux. Et mes équipes, quand le sujet est venu un peu sur la table, me disaient qu'ils avaient trouvé une association dont depuis 2014, qui travaillait très bien, qui venait là où on leur demandait de venir, qui prenaient les matériels, tout était parfait dans les temps, dans les heures, et puis on ne payait rien. Donc c'était extrêmement satisfaisant. Trop beau pour être vrai. Je ne sais pas, mais en tout cas, à un moment donné, puisqu'il me semble que Richard Hanna a parlé de gratuité sur ce sujet-là, la question s'est posée de revoir le statut pour vérifier que c'était un éco-organisme qui répondait à toutes les normes. Donc, j'avais à la fois mes équipes techniques qui, elles, étaient totalement satisfaites de la prestation que l'on avait, qu'on ne payait pas. Et puis, j'ai mis l'équipe juridique, achat, marché, un peu sur le sujet pour voir finalement si en termes d'image, on risquait quelque chose, en termes d'image, en termes de droit, etc. Donc déjà, on a vu que le transfert de responsabilité n'était pas si net que ça. Donc effectivement, on restait co-responsable des pratiques et des usages qu'ils pouvaient avoir sur les matériels qu'on leur avait cédés. Et puis par ailleurs, en creusant un peu, les finalités, les façons dont ils réutilisaient nos matériels n'étaient pas si nettes que ça. On ne les sentait pas du tout à l'aise. Ils nous ont donné des références que mon équipe marchait à regarder et avec des acteurs qui, eux, avaient bien pignon sur rue, mais qui connaissaient pas trop l'association et qui ne voulaient pas s'engager là-dessus. Et donc, j'ai eu une première réunion avec mes 2 équipes en novembre 2021, où l'équipe marché était assez convaincue qu'il y avait un loup, et puis l'équipe technique était moins convaincue, parce que finalement, c'était quand même renoncer à un service qui était tout à fait satisfaisant. Et j'ai laissé à mon bureau technique 1 ou 2 mois pour faire sa contre-analyse sur le sujet. Et puis au bout de 2 mois, on a fait une réunion où ils étaient tous alignés. Ils ont dit il faut qu'on change. Donc voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est un des sujets. Il faut réfléchir à tout. Ça montre quand on essaie d'aller vers plus éthique, il faut aller mais vers c'est du travail aussi. C'est-à-dire que reclarifier des situations, on a quand même beaucoup de choses à faire. Donc on ne réouvre pas tous les dossiers. Mais là, effectivement, ça nous a... j'ai eu l'intuition de retravailler le dossier et on est arrivé, donc on est revenu dans des éco-organismes tout à fait traditionnels, et bien identifiants, mais c'est pas gratuit, effectivement. Alors justement, vous nous avez donné plein d'exemples très concrets. Erwan Fanja, vous qui êtes plutôt dans la théorie, dans les recommandations idéales, qu'est-ce que ça vous inspire, la mise en pratique concrète, à la fois par la direction interministérielle, mais aussi par Bercy? Je trouve que c'est vraiment une super chose que les administrations commencent vraiment à travailler sur ce sujet de numérique responsable, et tout le travail que fait Richard par exemple est vraiment important pour justement développer toutes ces pratiques au sein des administrations, et voilà, on voit le bon exemple qui est fait à Bercy. Après, sur la dernière anecdote, il y a des obligations quand même pour toutes les associations qui font du réemploi d'être en contrat avec un des 2 éco-organismes. La filière des 3 E, elle doit forcément passer par soit écologique, soit écosystème. Et donc, un des moyens de s'assurer quand même que le travail est bien fait, c'est demander le contrat qui est passé entre la structure qui va faire du réemploi et l'éco-organisme. Et s'il n'y a pas de contrat, là, on peut se poser des questions. Et derrière ce contrat, l'éco-organisme a une obligation d'aller faire un audit au sein de la structure pour s'assurer que tout est fait
D'accord, donc là, correctement. une grosse erreur, enfin un gros bug à plusieurs niveaux. Dans les exemples qui ont été cités, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des blocages qui vous ont surpris, des freins qui vous ont surpris auxquels vous attendiez pas? Non, pas forcément, parce que c'est des choses dont on a conscience. Richard a bien présenté les choses, hein. Ce qui est essentiel, c'est l'allongement de la durée d'usage des produits. C'est aussi de s'interroger sur son besoin et la question du multi-équipement, du multi-écran, mais aussi des équipements qui sont des fois surdimensionnés. Elle est importante, il n'y a pas besoin d'avoir un PC de gamer pour aller faire des tableaux Excel. Pour aller faire des tableaux Excel. Et il n'y a peut-être pas besoin, pour une certaine catégorie, il y a peut-être besoin d'avoir plusieurs écrans. Pour d'autres, un écran peut-être suffit et pas forcément besoin d'avoir 2 ou 3 écrans. Et on voit quand même que ce sont des pratiques qui se multiplient. Mais derrière la fabrication d'un écran, c'est beaucoup plus, par exemple, d'impacts environnementaux que la fabrication d'un smartphone. Et donc, c'est loin d'être négligeable. Donc, il y a vraiment toute cette question de s'interroger vraiment sur le besoin, le multi-équipement, et puis de s'équiper le plus longtemps possible sur ces équipements. Et donc ça, sur la question de l'obsolescence logicielle, puisque vous en avez parlé, il y a peut-être des choses qui vont améliorer les choses, notamment tous les travaux qui sont faits en ce moment au niveau européen dans les directives éco-design. Il y a une directive éco-design smartphone qui va sortir là, très prochainement, et une sur les ordinateurs portables qui est en cours. Et cette question de la mise à jour logicielle, et notamment des systèmes d'exploitation, elle fait partie de ces directives éco-design avec des obligations pour tous les éditeurs de systèmes d'exploitation de maintenir pendant une période d'au moins 5 ans, après la dernière vente du système d'exploitation. Et donc ça va allonger, je pense. Et ça vaut même pour les opérateurs, les créateurs de logiciels qui ne sont pas européens. Parce que oui, c'est quand même ça qui est nécessaire. Android, comme ils sont presque tous aux États-Unis. pour Android et pour Apple, par exemple. Ok, très bien. Donc alors, je pense que ça va aussi améliorer l'allongement de la durée d'usage des produits. On aura des logiciels qui seront maintenus plus longtemps avec des risques de cybersécurité qui seront moindres. D'accord. Donc le jeu de Bruxelles est aussi important que la direction. Les travaux européens, c'est vraiment aussi un axe très important. Richard Hanna, je voulais vous faire réagir à toutes les pratiques que nous a décrites Yves Billon à Bercy. Est-ce que Bercy est vraiment un bon élève en matière de gestion de l'empreinte énergétique du numérique? Et comment Bercy pourrait faire pour aller encore plus vite et encore plus loin? Désolée, je vous challenge un peu. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup d'échanges avec les équipes de Bercy. Personnellement, je participe assez régulièrement aux ateliers qui se tiennent régulièrement, puisqu'en fait, avec chaque ministère, on a des bilatérales entre guillemets. Aussi, on participe aux ateliers lorsque les équipes sont réunies. Et là, c'est vraiment toutes les équipes, hein, sur l'achat, sur l'éco-conception des services numériques, sur la gestion du réemploi, vraiment tous ces sujets-là. D'ailleurs, j'ai un atelier lundi avec le ministère de la Transition écologique sur ce format-là. Mais effectivement, avec Bercy, on a très très en amont, on a été invité à participer à ces ateliers. Et donc pour nous, c'est intéressant parce on se confronte vraiment à la réalité au terrain, les difficultés et comment on peut aider les ministères, les agents publics à lever certaines difficultés, ou peut-être de laisser de côté certaines difficultés, notamment lorsqu'il s'agit lorsque ça nous dépasse en fait. Il y a des enjeux de sécurité, il y a des enjeux, les systèmes d'exploitation, on n'y peut rien. Pour l'instant, mettant de côté, focalisons-nous sur les actions qui ont de l'impact et sur quoi on a la main en fait. On n'est pas dépendant d'un tiers. Et on a beaucoup en fait. J'en parlais tout à l'heure, hein, c'est allonger la durée d'amortissement des équipements. On a la main en réalité. Réemployer le maximum
les équipements en interne, sans les difficultés liées à la sécurité, on a la main en fait. On n'est pas tributaire d'une instance extérieure ou d'une difficulté. Donc vraiment se focaliser là-dessus. Après, voilà, il y a des sujets aussi assez difficiles sur tout ce qui est centre de données, data center, cloud. Alors, il y a les centres de données internalisés et il y a cette doctrine de l'État qui veut qu'il faut qu'on aille un peu plus vers le cloud pour un système un peu plus décentralisé, qui permet effectivement, en mutualisant les ressources, de réduire l'empreinte environnementale de nos services numériques. Donc voilà, il y a tous ces sujets-là, et puis on a des travaux avec des sous-directions de Bercy, donc je les ai cités tout à l'heure, la DNID, sur le sujet réemploi. Donc on a un sujet notamment d'écriture d'un décret d'application de l'article 16 de la loi Rennes, réduction empreinte environnementale du numérique, pour donner des objectifs, imposer des objectifs, malheureusement, hein, c'est comme ça que ça marche, imposer des objectifs de réemploi, à la fois pour les administrations, mais aussi pour les collectivités, donc avec des objectifs chiffrés, hein, 35%, 50% d'ici 2-3 ans. Et donc c'est un décret encore en projet, hein, ça va arriver assez rapidement. Pour vraiment faire en sorte de ne pas envoyer à la déchetterie des équipements numériques qui peuvent être réparés, qui peuvent continuer à fonctionner pour des profils qui n'ont pas besoin effectivement de PC de gamer pour travailler sur des documents Word ou Excel. Très bien, merci pour cette réflexion. Alors, vous en avez parlé beaucoup, Erwan Fanja. L'autre axe, et le dernier axe finalement, c'est la communication, notamment communication auprès du grand public, mais aussi communication au sein de toutes les personnes qui composent, tous les salariés qui composent les ministères. Quels sont les efforts de communication qui sont mis en place et qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Richard Hanna, Yves Billon, lequel de vous deux souhaite répondre à cette question? Peut-être dire, on est ici à l'IGPDE, donc déjà l'IGPDE c'est l'Institut de formation des ministères économiques et financiers, donc il y a déjà des modules de formation et de sensibilisation qui sont prévus dans ce cadre-là. Donc effectivement, il y a ce travail où la DINUM va peut-être nous proposer de nouvelles solutions et nous on les implémente aussi en interne. Et on doit faire, de toute façon, on a beaucoup d'efforts à faire. On est très loin d'être exemplaire. Hein, donc, on a beaucoup d'efforts à faire pour quantifier cet effort de sensibilisation, lui donner un sens. Et de la même façon qu'il y a des démarches sur la fresque du climat, de formation des cadres à la fresque du climat. Ah oui, qui viennent à Bercy aussi pour expliquer exactement, comment ça fonctionne. Donc effectivement, il y a tout un pan de formation qui se monte. Nous avons des plans de formation internes et effectivement, dans les plans d'action que l'on a vis-à-vis de la DINUM, c'est des indicateurs sur lesquels on doit clairement progresser, quoi. Alors messieurs, moi j'avais d'autres questions à vous poser, mais il y a beaucoup de questions du public, au moins une quinzaine, vingtaine. Donc je voudrais savoir si vous avez un petit mot de la fin, juste avant qu'on prenne les questions et qu'on essaye de répondre à tout le monde. Allez-y, Richard Hanna. Non, peut-être en conclusion, pour rebondir, oui, effectivement, sur l'aspect sensibilisation, nous aussi, hein, on propose des mini-vidéos, j'en ai posté une dans le chat, des mini-vidéos de sensibilisation. On propose aussi de plus en plus des ateliers pour les agents publics, notamment sur l'éco-conception. Et puis la communication aussi grand public pour montrer ce qu'on fait au niveau de l'État, pour les entreprises aussi, pour les fournisseurs, et que les impacts environnementaux, les aspects environnementaux doivent être intégrés à la fois sur les équipements numériques et sur la conception de services numériques. Et donc pour conclure vraiment rapidement avant de passer aux questions, c'est vraiment de se dire qu'on arrive dans un monde un peu contraint en termes énergétiques, en termes d'accès aux ressources. Donc, commençons tout de suite. Et vraiment, on est, je pense, en avance sur ces questions-là en France, sur les enjeux environnementaux, spécifiquement du numérique. On est un peu en avance. Il y a toujours cette course à l'accélération, à être très, très devant. On est souvent en retard sur les aspects numériques. Sur les enjeux environnementaux du numérique, sur l'éthique du numérique, globalement, on peut considérer qu'en France, on est en avance sur ces sujets-là. Donc, continuons à accélérer sur ces sujets-là, si vous voulez, ou en tout cas à ne pas se perdre en chemin, et aussi de pouvoir inspirer au niveau européen, parce que c'est vraiment à l'échelle européenne
on pourra avancer sur des sujets comme les systèmes d'exploitation, le logiciel libre, la réduction de l'obsolescence des équipements. On y travaille à la DINUM, hein, on a quelqu'un qui porte nos sujets au niveau européen, on va traduire toutes nos publications en anglais pour pouvoir les porter. Et puis, pour finir, vraiment considérer que le numérique aujourd'hui, notre numérique en tant qu'occidentaux, repose sur une logique très coloniale en fait. La fabrication des équipements, c'est l'extraction des minerais en Afrique, l'esclavagisation des enfants dans les mines de cobalt, notamment en République démocratique du Congo, l'assemblage des équipements en Asie avec un problème vraiment lié à l'exploitation humaine hein, aussi, avec des gens qui sont parfois pas payés. Donc il y a ce travail-là aussi de traçabilité de l'approvisionnement des équipements du numérique. Et là aussi, je cite encore une fois Bercy, puisqu'il y a la direction des achats de l'État qui s'est affiliée à une ONG qui s'appelle Electronics Watch pour justement avoir des commandes publiques beaucoup plus responsables en tenant compte de la traçabilité, des enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux de la chaîne d'approvisionnement. Très bien, merci. Erwan Fanja, votre mot de la fin. Richard a déjà bien parlé sur les mots de la fin. Peut-être que de dire que le numérique c'est déjà un enjeu, et Richard les a tous cités, un enjeu social et un enjeu aussi environnemental hein, qui est important, et dans les années à venir qui va devenir de plus en plus important. L'étude qu'on vient de mener avec l'ARCEP va être complétée mi-février par une étude prospective à 2030 et à 2050. Et on voit à travers les résultats de ces études prospectives sur des scénarios tendanciels et puis sur des scénarios éco-conception ou sobriété numérique d'un côté pour 2030 et pour 2050, les 4 scénarios ADEME transition 2050, eh bien on voit que le numérique va avoir des impacts de plus en plus importants. Et c'est presque le seul secteur d'activité qui ne diminue pas ou ne stabilise pas ses émissions de gaz à effet de serre, pour ne parler que de ça, parce que la question des ressources, elle va se poser également de manière de plus en plus forte, avec une compétition d'usage entre la transition écologique, qui utilise beaucoup de métaux aussi, et le numérique, qui utilise les mêmes métaux. Donc à un moment donné, ces métaux ils risquent d'être en pénurie. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui sont en situation pas très stable. Et donc on va avoir soit de la pénurie forcée, et donc je pense qu'il faut qu'on accélère sur les politiques de sobriété numérique. Très bien, il y a du travail. Alors Yves Billon, pas de mot de la fin, mais par contre il y a déjà des questions pour vous. Très bien. Alors commençons tout simplement par une qui revient 2 fois à Bercy. Quelles seraient les recommandations ou qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mutualiser les smartphones pro et perso ? Il y a même une personne qui propose que chacun ait un seul smartphone, mais avec 2 puces dans le même smartphone pro-perso pour pouvoir fonctionner avec le moins de ressources et le moins d'équipements possible. Alors la voie, puisqu'effectivement les smartphones ont aujourd'hui 2 emplacements SIM, donc c'est une voie que nous on a tout à fait identifiée, mais qu'il n'y a pas beaucoup de preneurs à ce stade. Donc, voilà. Mais effectivement c'est une voie relativement facile pour nous. Le gros sujet qu'on a malgré tout, c'est de trouver des architectures qui nous permettent de protéger la partie professionnelle, hein, donc qui ne s'ouvrent pas tant que ça. Donc soit on va phagocyter un équipement personnel et il y a un enjeu de responsabilité pour les services informatiques qui vont là-dessus. Oui, puis il y a droit à la déconnexion. Voilà. Puis... Oui, et puis on peut devenir très intrusif sur un matériel qui est personnel, hein, avec les installations que l'on fait. Soit effectivement, on a des architectures de téléphones mobiles donc, qui composent la majorité, où on a un double espace. Il y a un espace qui est vraiment professionnel et qu'on contrôle en termes de sécurité, et un espace libre où l'agent peut installer les applications qu'il veut. Voilà, donc ça, on a déjà des solutions comme ça. Il se trouve qu'elles ne sont pas toujours complètement satisfaisantes et que les agents utilisent par ailleurs
dont achètent par ailleurs des téléphones mobiles. Donc, en tout cas, on a des possibilités, mais les choses ne sont pas toujours complètement simples. Et puis, il y a un alignement qui n'est pas totalement simple. Mais le BIOD, amener votre propre matériel, ça ne marche pas si bien que ça quand il s'agit pour nous de venir les sécuriser sur l'accès à des ressources professionnelles. Alors justement, la question suivante y ressemble un peu. Comment on fait pour concilier la durabilité des équipements avec la cybersécurité des équipements? Alors là, du coup, les équipements professionnels. Mais même chose, vous avez pointé du doigt cet enjeu, mais c'est quoi la solution? La solution, c'est forcer... quand Microsoft nous avait dit avec l'arrivée de Windows 10 que c'était une solution pérenne, long terme, etc. Ils nous annoncent Windows 11 4 ans après. Donc voilà. Donc le long terme, Microsoft, c'est pas très pérenne. Donc effectivement, je ne sais pas si on pourra vraiment imposer avec de la législation européenne des éditeurs très dominants anglo-saxons. Pour autant, on verra si ça permet de gagner ce temps qui permet d'aligner la durée de vie réelle des matériels avec le maintien en conditions de sécurité des logiciels. On progressera là-dessus. Donc nous, on est captifs. Pour autant, on est aussi demandeurs. C'est toujours moins de charge pour nous de ne pas avoir à redéployer du matériel et du logiciel. Donc nous, on est très demandeurs que ces cycles s'étendent un peu, mais on est quand même dans un monde capitalistique où en face, on a des éditeurs qui veulent gagner de l'argent. Donc on subit ça complètement aujourd'hui. C'est tout l'intérêt des nouvelles directives éco-design qui vont allonger justement ces durées pour les éditeurs. Et si ce n'est pas respecté, ils ne pourront pas mettre sur le marché européen. Donc je pense qu'ils le feront vu la taille du marché. Les enjeux d'extraterritorialité de législation, on en a d'autres exemples et on voit que c'est quand même des sujets de moyen long terme, des bras de fer entre différentes zones mondiales. Alors, on a beaucoup parlé de durée de vie du matériel. C'est juste une petite réflexion, je ne cite pas la personne qui l'a posée, mais rallonger la durée de vie du matériel, oui. Enfin, seulement si le matériel de base est de qualité et performant, ce n'est pas toujours le cas ici aussi. Oui, alors c'est là où, effectivement, on parlait de PC Pro Gamer. C'est là où, potentiellement, nous, on essaye d'avoir la bonne qualité sur les matériels. Les matériels, d'ailleurs, sont plus chers. Les ultra-portables sont beaucoup plus chers aujourd'hui qu'il y a 5-6 ans. Et donc, effectivement, la réaction de l'utilisateur est aussi le signal, puisque les paramètres de sécurité, l'équipement logiciel qu'on met sur un matériel au niveau professionnel, ça peut altérer aussi certains éléments de performance. Et donc, on cherche le meilleur équilibre à ce niveau-là. Et c'est vrai que les deux axes qui nous amènent à renoncer, il y a 3 axes qui nous amènent à devoir changer un matériel, c'est la cybersécurité, donc le maintien en conditions de sécurité, c'est la casse matérielle, donc ça on suit ça, dès qu'un matériel est cassé on le change, ou alors la plainte de l'utilisateur face aux performances qui se dégradent. Donc on essaye de voir aussi comment on peut un peu booster les matériels existants de façon plus optimale. On a un intérêt, il y a un moment donné, on avait mis quelques disques SSD là où on avait une génération d'ultra-portables qui ne l'avaient pas forcément, donc pour booster la mémoire. Donc c'est des choses qu'on essaye de voir. Et il y a parfois des opérations plus petites qui permettent de redonner de la performance sans changer le matériel. Et si on a des pistes intéressantes pour le faire, on le fait bien volontiers. On a un gain à tous les niveaux. Voilà. Il y a donc, la question des batteries. Oui. Souvent qui se pose et tout l'intérêt aussi d'avoir des indices de durabilité ou de réparabilité puisque dedans est pris en compte le fait de pouvoir changer une batterie plus ou moins facilement. Oui, bien sûr. Voilà, donc c'est un choix. Donc madame, si votre problème d'ordinateur est personnel, vous pouvez voir la direction à Bercy du côté de chez Billon et vous trouvez une solution. Mais si la question est générale, il faut le temps qu'il faut pour optimiser le système. Ok. Alors, quelqu'un demande si vous avez le schéma avec les chiffres des consommations sur la pollution par nature que vous avez évoqué au début. Donc, j'imagine que c'était pour vous, Erwan.
La question est le schéma des chiffres de consommation versus pollution par nature. Alors, sur le site de l'ADEME ou sur le site longuevieauxobjets.gouv.fr, vous retrouverez notamment des infographies et une infographie qui reprend tous les chiffres clés de l'étude sur les impacts environnementaux du numérique. Donc, ces schémas, ils sont disponibles. Voilà. Très bien. Une question pour Richard Hanna. Existe-t-il des communautés d'intérêt interministérielles pour discuter de ces sujets, proposer des moyens d'action dans chacun de nos services et pour chacun de nos postes? Pour l'instant, non, mais il y a beaucoup de demandes en ce sens. Pour l'instant, nous, on répond, notamment les collectivités, enfin les organisations publiques. Nous, on répond à toutes les questions, on reçoit beaucoup de mails, mais on essaie de répondre dans les 48 heures. Après, effectivement, là, je viens de voir que quelqu'un a lancé un salon dans Chap. À suivre, on voulait également lancer une communauté Osmose. Donc Osmose, c'est un outil de gestion de communauté de l'État. À suivre, il y a effectivement énormément de demandes en ce sens, donc c'est à créer sur Chap et ailleurs. Très bien. Alors, quelqu'un dit dans les commentaires, le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer est signataire d'une convention avec Écologique et qu'ils en sont très satisfaits. Voilà, je partage. Quelles recherches actuelles existent-elles sur l'amélioration des performances de lisibilité des écrans en fonction des tailles, de la forme, de l'éblouissement, des céphalées et des lunettes? Je ne sais pas si vous avez un avis sur cette question. Alors, je pense que c'est plutôt lié à la santé, c'est pas forcément notre sujet. Nous, on est vraiment sur les sujets environnementaux, sociaux. Donc là, c'est plutôt une question pour la santé. Je ne sais pas si les autres veulent réagir. Après, alors, pas sur les questions de santé, mais j'imagine que ça se fait aussi. Il y a quand même beaucoup de travaux aussi pour limiter les impacts unitaires, aussi bien en termes de consommation électrique qu'en termes d'impact gaz à effet de serre ou ressources, à travers les démarches d'éco-conception. Mais en tout cas, là, on n'a pas encore la bonne étude à partager ici. Non. Alors, quel est l'impact du flex office sur les organisations de travail, sur les collectifs de travail? Est-ce que les expérimentations sur la mesure de l'empreinte carbone et la réduction de l'empreinte carbone du numérique prennent en compte la question du flex office, messieurs? Sur l'étude nationale, ce qu'on prend en compte, c'est tous les équipements qui sont sur le territoire national, donc que ça soit en flex office ou pas. Après, sur cette partie spécifique du flex office, non, j'ai pas trop de réponses. À l'ADEME, on a fait une étude sur les impacts du télétravail, où on regarde ce qu'on gagne, mais aussi ce qu'on perd. Où on fait des études sur, par exemple, un colloque dématérialisé ou un colloque en présentiel. Quelles sont les différences d'impact environnementaux? Donc, c'est plutôt sur des petits sujets comme ça sur lesquels on travaille. Et il y a des sujets, enfin, le parent pauvre, justement, de ces études d'évaluation environnementale, c'est les gains environnementaux que peuvent apporter certaines solutions numériques. Et pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Mais on sait que pour l'industrie, pour la santé, pour l'enseignement à distance ou pour l'agriculture ou la mobilité ou l'urbanisme, le numérique va pouvoir mieux gérer notamment des consommations en énergie. Et ça, on ne sait pas bien le quantifier. On sait quantifier les effets négatifs, les effets positifs, pas trop. Ah oui, on aimerait bien aussi avoir quelques bonnes nouvelles. Yves Billon, est-ce que vous mesurez des impacts du flex office? Déjà, est-ce qu'il y a du flex office à Bercy? Ou est-ce que c'est vraiment le télétravail qui pose une question en matière d'empreinte numérique un peu inattendue avec le fait que le télétravail s'est développé depuis 3-4 ans? Alors c'est vrai que nous, on raisonne plus en termes de services qu'en termes de mesures, hein, puisque effectivement, avec le confinement, le développement de la visio s'est fortement intensifié. Ça nous amène aussi, avec le développement du télétravail, à repenser la gestion des espaces. Est-ce qu'on est vraiment dans le flex office? Tout ça, ça relève aussi du dialogue social. Et donc, les choses prennent aussi leur temps par rapport à ça.
Donc effectivement, nous, on se met en situation d'offrir de permettre de ne pas avoir le déplacement, hein. Je pense que c'est aussi ça, peut-être dans un mot de conclusion me concernant en tant que DNUM, c'est quand même le fait que le numérique a cette double casquette, c'est-à-dire à la fois la casquette d'avoir une empreinte écologique, hein, donc ça c'est clair, mais aussi de pouvoir contribuer à améliorer un certain nombre de processus et de dispositifs et qui auront un effet bénéfique sur l'écologie. Donc il faut que effectivement les mesures nous permettent d'équilibrer entre ces deux casquettes. Effectivement, si on n'est pas sûr aujourd'hui qu'une vision entre Paris et Lyon soit meilleure en termes d'empreinte écologique que le déplacement de l'un des deux protagonistes. Voilà, éventuellement, train et avion. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est dans le cadre du bilan d'évaluation de gaz à effet de serre du ministère, en tout cas pour la partie que j'ai pu dépouiller, il y a encore beaucoup de choses qui sont très forfaitaires, hein, notamment sur les achats, les prestations. Que le prestataire intervienne chez nous ou intervienne dans ses locaux à distance, il y a le même forfait. Hein, donc, effectivement, il faut qu'on améliore aussi nos outils de mesure pour nous permettre de faire les meilleurs choix, les choix les plus équilibrés à ce niveau-là, parce qu'on a beaucoup de moments où on cherche le meilleur équilibre, mais c'est pas évident avec des forces qui vont dans des sens contradictoires. Oui, et puis il faut comparer avec d'autres choses et pas rester Exactement. uniquement sur l'aspect numérique pur. Alors la prochaine question est piquante, elle est aussi pour vous, Yves Billon. Que faire des VIP qui demandent certains équipements et de fait qui ne sont pas des modèles pour les autres, ceux qui veulent un MacBook, un iPhone, une imprimante dans leur bureau, etc., etc. Alors, il y a une politique, on n'a plus d'imprimante individuelle, hein, donc ça c'est une chasse que l'on fait depuis plusieurs années. Donc effectivement, donc nous on résiste, hein, voilà. Et puis à un moment donné où si on nous demande de lâcher, tant qu'on a bien résisté avant, ben, on lâchera. Mais il y a des fois où ça marche aussi, hein, donc là aussi il faut sortir de l'image où il y aurait une population qui serait vraiment en dehors des contraintes globales. Donc je pense qu'on a tous nos contradictions, et ça je peux dire que c'est pas lié au nombre de galons qu'on a. Hein. Je trouve des contradictions à tous les niveaux, et effectivement on essaye de rappeler les règles, et puis il y a des fois où on doit lâcher, mais ça fait partie de la vie administrative. Très bien. Alors, la question suivante se pose plutôt pour Richard Hanna. Qu'en est-il de la part de la gestion des données dans le numérique éco-responsable ? Est-ce que ça fait partie des axes de travail ? C'est pas notre priorité, concrètement. Je ne sais pas s'il faut développer, mais il y a eu un petit échange dans le chat, effectivement, sur la sobriété des données, notamment sur le fonctionnement de l'administration. Donc, il y a de la démarche, notamment, dites-le nous une fois, pour réduire justement la part de données qui sont échangées, et des processus aussi informatiques qui demandent, du coup, en mutualisant tout cela, ça permettrait d'avoir une sobriété. Mais concrètement, non, franchement, s'il faut se focaliser sur une chose, c'est vraiment l'allongement de durée de vie des équipements, la fabrication des équipements, etc. Après, c'est traité, hein, les données, c'est traité notamment dans le référentiel d'éco-conception. Il y a une fiche de bonnes pratiques dans le guide des bonnes pratiques pour justement réduire le nombre de données à ce dont on a besoin. Et puis, voilà, j'avais mis aussi une vidéo concernant la gestion des données. Ça passe aussi par l'ouverture des données, hein, justement de mutualiser ces données-là. Voilà. Mais ce n'est vraiment pas notre priorité. Alors, parce que tout simplement, en termes d'ordre de grandeur, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus petit que la fabrication des équipements. Peut-être sur l'email, par exemple, parce qu'on parle souvent des mails. Allez-y. Pour moi, ce que dit Richard, c'est une perte de temps. Non, mais c'est pas prioritaire. Le vrai enjeu des mails, pour moi, c'est pas l'enjeu environnemental, c'est l'enjeu de la charge mentale. On est submergé de plus en plus par les mails, et c'est une vraie problématique de charge mentale. D'accord, très bien. Je vous rejoins sur ce point. Une autre question qui paraît pas forcément évidente, mais qui pourrait être un axe. Est-ce que vous réfléchissez à comment réaliser des économies d'énergie pour les salles des serveurs ?
Richard, Anna, est-ce que les serveurs, le cloud, les économies d'énergie Oui. dans ces parties-là, ça fait partie des axes? Alors, effectivement, parce qu'il y a, parmi les 3 actions qui ont été annoncées par le gouvernement sur, les économies d'énergie, pour l'administration. Sur la partie numérique, il y a effectivement, l'efficience des centres de données, des salles serveurs. Donc, il y a notamment des expérimentations sur l'augmentation de la température de consigne, donc, refroidir moins ou voire pas du tout. Et puis, l'économie d'énergie, effectivement, c'est, expérimenter la récupération de la chaleur, ce qu'on appelle la chaleur fatale, c'est la chaleur qui est dégagée par les serveurs. Pour l'instant, c'est un sujet compliqué parce qu'il faut que les salles serveurs soient à proximité des bureaux, donc c'est pas applicable dans tous les cas. Et même, ça pourrait être contre-productif, en fait, de mettre en place toute une infrastructure pour récupérer la chaleur, pour augmenter les impacts environnementaux. Donc, c'est pas un sujet simple, il faut vraiment le voir de manière systémique. Mais globalement, voilà, c'est aussi, ça passe par notre sujet, hein, l'éco-conception des services numériques, c'est-à-dire moins utiliser les centres de données. Hein, c'est pas juste améliorer l'efficience, optimiser, c'est aussi les utiliser moins. Et ça passe donc par l'éco-conception des services numériques. Très bien. Il y a une question pour vous, Erwan. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur les cibles du futur décret sur les objectifs de réemploi? Plutôt Vous n'êtes Richard pas obligé de savoir. Hein. Richard, Richard C'est plutôt, oui, c'est plutôt lui pour qui le moi. rédige Non, sur mais le décret. alors, je vais redire ce que j'ai dit dans le chat. Effectivement, là, je renvoie vers l'article de loi, puisque le projet de décret, pour l'instant, on ne peut pas communiquer dessus, hein, tant que c'est pas totalement établi. Mais c'est un projet par rapport à la loi, c'est l'article de loi 16 de la loi Rennes. C'est imposer des objectifs de réemploi pour les administrations et les collectivités, pour les équipements fonctionnels de moins de 10 ans. D'accord, très bien. Alors, j'ai repéré une ou deux autres questions et on arrive quasiment au bout. Bon, alors évidemment, je ne la retrouve plus. Il y a vraiment des questions qui sont très techniques. Hein. Vous ne nous avez pas épargné dans le chat. Est-ce que Babco Mobile Mark 25 est une référence selon vous concernant la durée de vie d'une batterie? Sinon, sur quel référentiel s'appuyer? Excusez-moi, mais là, je suis complètement perdue. Est-ce que l'un d'entre vous sait y répondre? Je ne connais pas la marque. Ce que je peux répondre, c'est que justement dans les travaux de directive éco-design, il va y avoir des critères sur la durée de vie des batteries. Oui. Dans les travaux qu'on va mettre en place sur l'indice de durabilité, il y aura aussi des critères sur la durée de vie des batteries avec des notes plus ou moins importantes en fonction des durées de vie. Une batterie qui peut durer, 800 cycles aura une meilleure note que celle qui va durer 500 cycles. D'accord, donc il y aura des notes et des échelles, pas des noms très compliqués qu'on n'arrive pas à suivre. En tout cas, pas moi. Une des dernières questions, c'est est-ce que la pluralité des services informatiques des fonctions publiques, est-ce qu'on peut envisager une harmonisation green tech en passant par une urbanisation globale? Est-ce qu'on peut repenser la façon dont l'urbanisation, dont les locaux, les ministères, les emplacements soient gérés pour réduire l'empreinte énergétique de ces différents ministères? Est-ce que c'est mieux quand je la reformule? Si, je peux dire un mot, même si ça relève aussi de la DINUM. Donc il y a quand même, sur les data centres, les centres de données, on a quand même une trajectoire de regroupement des centres informatiques de l'État. Donc ça qui a maintenant une petite dizaine d'années. Donc typiquement pour le ministère, on avait des dizaines de centres informatiques il y a encore 10 ans. Et on a une cible fin des années 20 à 4 centres pour tout le ministère. Donc, qui dit nouveau centre dit aussi de la rationalisation avec des centres, avec des indicateurs de performance d'éco-conception qui sont quand même largement meilleurs, hein, que ce soit en efficience énergétique, en consommation d'eau, etc. Donc, voilà, donc ça a vraiment un sens. Le travail de la DINUM aussi contribue à l'urbanisation globale. Hein. Les principes, dites-le nous une fois, sont bien des principes qui nous amènent, nous, à échanger et donc à rationaliser nos
le système d'information global. Je rappellerai que depuis 2014, il y a un décret qui dit qu'il y a plusieurs systèmes d'information dans l'État, mais un seul sous l'égide de l'interministériel. Et donc, effectivement, tout ce travail de rationalisation, il est en cours. En revanche, il ne faut pas croire que ce soit évident, immédiat. On a parfois tendance à oublier qu'on est quand même une administration de 2 500 000 personnes. Pour Bercy, c'est 130 000. Et que ne serait-ce qu'à Bercy, on a 1500 applications. Donc c'est quand même un travail de fond, mais que effectivement, toute la dynamique portée par la DINUM va bien dans le sens de la rationalisation de nos systèmes d'information. Merci beaucoup. Eh bien, on a fait le tour de toutes nos questions. Juste un dernier petit mot. Erwan Fanja de l'ADEME, vous disiez d'aller regarder sur le site de l'ADEME et sur le site Longue Vie aux Objets et sur le MOOC pour plus d'informations. C'est bien ça? longuevieauxobjets.gouv.fr. longuevieauxobjets.gouv.fr. Richard Hanna, sur quel site où peut-on aller se renseigner pour en savoir un peu plus? Oui, en fait, toutes nos publications, les guides référentiels, les actualités aussi, la veille sur le numérique responsable, éco-responsable. Donc, c'est éco-responsable.numérique.gouv.fr. Et malheureusement, il faut faire avec. On est aussi présent sur les différents réseaux sociaux. Très bien, merci. Et Yves Billon, vous envoyez directement des mails à tous vos administrés, à tous vos salariés? Il y a l'intranet ministériel. L'intranet ministériel. Qui porte un certain nombre d'informations sur le programme Bercy Vert. Voilà, Bercy Vert. Merci beaucoup à tous les trois pour cette table ronde. Au revoir. Merci, au revoir.